Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle de nos émissions. Nos francophones ont du talent sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, ravi d'être avec vous dans le studio numéro 1 pour cette émission qui se propose de faire connaître et de mettre en valeur des personnalités individuelles, aussi des organismes francophones dans notre province qui œuvrent au quotidien pour faire briller la culture et la francophonie en milieu minoritaire. Et aujourd'hui, mon invité est un artiste d'un genre bien particulier. On va découvrir ensemble quelque chose de, je pense, assez nouveau pour vous, chères auditrices et auditeurs. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une forme d'art que je connaissais très peu, une forme d'art contemporain qui est absolument incroyable en vrai. Et vous avez la chance aujourd'hui de suivre cette émission sur nos ondes, sur le 105.1, mais également à retrouver en vidéo sur la page YouTube de Choc FM. Alors ne vous en privez pas parce que mon invité a également amené avec lui une de ses œuvres et on va pouvoir la découvrir en détail et découvrir eh bien, tous les secrets peut-être ou certains des secrets de son travail. J'espère qu'il va nous en livrer quelques-uns. J'ai le grand plaisir de vous introduire à Georges Nascimento. Bonjour Georges. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci à toi, merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Georges, on se connaît depuis pas mal de temps tous les deux, mais pour nos auditeurs, eh bien, je vais te demander de revenir en quelques mots sur ton parcours depuis tes origines, et j'allais dire des origines qui remontent à l'Europe, mais pas un pays francophone. Dis-moi plus. Oui, c'est vrai. Mes parents sont portugais. Je suis né et grandi dans l'île de Mozambique, qui était une colonie portugaise jusqu'en 1994-95. Ah oui, c'est ça, très, très tardivement. Donc on est en Afrique, là. Hein? En Afrique, ouais. Oui, c'est ça, dans le sud-est de l'Afrique. Donc une ancienne colonie portugaise où on parle portugais toujours, effectivement. La langue officielle, c'est toujours le portugais, oui. Ouais, ouais. C'est aussi... l'île a été classée patrimoine de l'UNESCO. Oui, ouais. À cause de son histoire et l'architecture et tout ça. Et donc tu as grandi là-bas, tu es resté combien de temps, combien d'années, jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à l'âge de 14 ans. Ah oui, ah oui. Alors, ça fait... je me souviens beaucoup de mes expériences au Mozambique. Alors, j'imagine que peut-être que ces souvenirs nourrissent également ton art. On va y revenir parce que on a la chance d'avoir avec nous une de ces œuvres que tu vas nous faire découvrir tout à l'heure. Mais j'ai eu la chance aussi, moi, d'aller explorer ton site Internet et de voir certaines de tes œuvres. Et on sent l'inspiration organique, l'inspiration florale et de la nature. Alors j'imagine que peut-être tu as des souvenirs lointains de cette nature du Mozambique? Oui, surtout au Mozambique, à cause du climat. J'ai passé beaucoup de temps dehors. Presque pas. J'allais à la maison pour dormir et c'était à peu près tout, et manger. Oui. Mais la plupart du temps, j'étais dehors et how do you say climb trees? Ah oui, tu grimpais aux arbres. Je grimpais les arbres et... Oui. Alors, je peux imaginer tout à fait, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais moi j'ai grandi aussi quelques années en Afrique. J'ai eu la chance de vivre au Gabon et dans le centre équatorial, l'Afrique équatoriale. Excellent, oui. Et effectivement, on vit beaucoup dehors, au milieu de la nature, dans ces pays magnifiques. Et on en garde, même si pour moi, j'ai vécu que 3 ans, on en garde de beaux souvenirs. Oui, moi aussi. C'était une enfance très
joyeuse, très, très libre, si je pourrais dire ça. On n'avait même pas de télévision à ce moment-là. Ah oui, oui. À 14 ans, je savais pas je savais ce que c'était une télévision, mais j'en avais pas vu une. Tu retournais depuis, tu as eu l'occasion de retourner un jour en Afrique? Non, j'ai jamais retourné. J'aimerais retourner un jour. Tu n'as plus de famille ou d'attache? Non, plus de famille. Et pendant l'indépendance du Portugal, il y a eu une guerre civile pendant, je crois, environ 20 ans. Oui, ça a été très dur, je crois. C'était très dur, c'était très difficile de retourner et passer des vacances. Mais j'aimerais un jour retourner avec ma femme et, si possible, avec mes enfants aussi. J'aimerais qu'ils découvrent tes origines, tes racines. Mes origines. Alors, nos auditeurs doivent se demander, en t'entendant parler si bien français, avec ce petit accent, mais quand même, tu es très à l'aise, d'où te vient la pratique du français, puisque nous, on est la radio francophone de Toronto. On accueille des gens des quatre coins du monde, effectivement, mais d'un pays d'obédience portugaise, c'est un petit peu plus rare. Est-ce que tu as appris le français enfant ou tu l'as appris plus tard? J'ai appris... Le français et l'anglais étaient obligatoires en Afrique comme au Portugal. D'accord. Mais c'est quand j'ai immigré au Québec, à Montréal, que il a fallu que j'apprenne le français parce que je crois que c'est encore comme ça, mais en 1997, c'est quand j'ai immigré à Montréal et c'était obligatoire. 1997, oui, je pense que ça l'est toujours, évidemment. C'était obligatoire d'apprendre le français. Alors, Donc, tu as poursuivi une scolarité en français? Oui, tout à fait. C'était pas trop difficile, la transition entre donc tu es passé directement du Mozambique à Montréal? Non, j'ai passé 2 ans au Portugal. OK. Et après ça, mais c'était un choc. J'imagine un grand écart climatiquement parlant déjà. Climatiquement, c'était vraiment un choc. Et pas juste ça, la grandeur des avenues, des autoroutes, c'était complètement différent. L'Amérique. L'Amérique, oui, c'est ça. Alors, si on avance un petit peu dans le temps, donc tu poursuis des études à Montréal et puis tu commences une carrière professionnelle. La pratique artistique, tu l'as déjà à ce moment-là, dans tes jeunes années? Est-ce que tu as ce rêve-là en toi? Est-ce que tu pratiques déjà le dessin, la peinture ou autre chose? Oui, j'ai commencé par regarder mon frère et ma sœur, encore toujours au Mozambique. Mon frère est 11 ans plus vieux que moi. Ma sœur était 5 ans plus vieille que moi. Et les deux aimaient beaucoup les arts. Et bien souvent, je me trouvais assis en face d'eux en les regardant dessiner, oui. Et c'est ça qui a commencé. Après ça, j'ai eu mon professeur au lycée qui venait de Goa. Goa, c'est aussi c'était une autre colonie portugaise. Oui, c'est ça. Et, une petite île, Goa, hein, c'est ça? C'est très, très petit, oui. Mais c'est lui qui m'a vraiment donné le goût pour les arts. Il était un artiste
qui avait des expositions un peu partout dans le monde, surtout au Portugal. Ouais, ouais. Et il est décédé il y a 2 ans à Goa. Et il a un site au Facebook. Son nom, c'était Vamona Navelkar. Indian name, basically. Ok. Vamona Navelkar. Vamona Navelkar. Et quelle était sa pratique artistique? Il peignait ou est-ce qu'il... C'était surtout des lignes. C'est difficile à décrire parce que c'était très différent. Son art était très différent. Mon art, c'est pas du tout une imitation mais c'est plutôt sa personnalité ou la pratique qui t'a... Oui, tout à fait. Il était un très bon prof. Et je crois qu'il sentait que j'aimais dessiner. Alors, je crois qu'il m'aimait pour ça aussi. Ah oui, oui. Alors, c'était mutuel. L'admiration était mutuelle, je crois, même à cet âge-là. Mais malgré tout, donc, si on avance un petit peu dans le temps, Georges, tu te lances au Canada dans une carrière plutôt éloignée de la pratique artistique. Qu'est-ce que tu fais tout d'abord comme travail, comme étude d'abord et puis ensuite comme travail? Comme étude, après avoir fini la polyvalente, j'ai été à la polyvalente d'Anjou. Après ça, j'ai commencé mes études au Cégep Rosemont, ouais. Toujours à Montréal, et j'ai étudié l'urbanisme. Et après ça, moi, j'ai fait... C'est drôle parce que j'avais commencé... Les 2 premières années que j'avais fait au Cégep Rosemont, j'avais étudié l'informatique. Ah oui? J'avais étudié l'informatique et j'étais pas mal bon, mais je me suis dit, après 2 ans, que je ne me voyais pas assis devant un ordinateur pour le restant de ma vie. Et ça, je peux te comprendre très bien, oui, oui. J'ai cru que tu allais me dire que tu ne voyais pas d'avenir en informatique et je me suis dit, ah là, c'était pas très visionnaire. Pas du tout. C'est parce que... Ouais. Je ne voulais pas... J'aime travailler avec mes mains. C'était pas assez créatif. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai changé pour l'urbanisme et j'ai fini mon diplôme. Alors, l'urbanisme, on parle de quoi en termes d'activité? Quel genre d'activité est-ce que tu faisais? C'était plutôt de la conception de mobilier ou on peut imaginer que c'était un métier technique? Oui, c'était un métier technique. En anglais, ça s'appelle Urban and Regional Planning. OK. Alors, ça... Est-ce que c'est quelque chose qui a pu aussi nourrir ta pratique artistique ou influencer, entre guillemets, ton oui. art? Ouais. Oui, ça m'a influencé. Et après ça, quand j'ai fini le cégep, j'ai fait application à l'Université de Montréal et à l'Université de Toronto au cas je ne serais pas accepté à Montréal. Je croyais que j'avais beaucoup plus de chances d'être accepté à Montréal à cause de la langue. De la langue, ouais. Je ne parlais pas l'anglais du tout. Ah oui, tu ne parlais pas anglais quand tu arrivais? Quand je suis venu à Toronto. Incroyable. Mais j'ai été accepté à l'Université de Toronto et j'ai été placé, je crois que j'étais 2e dans la liste d'attente à Montréal, mais je n'avais pas le temps attendre que Montréal prenne une décision, alors j'ai déménagé à Toronto. Ah, donc c'est à ce moment-là, pour tes études, que tu as déménagé à Toronto pour venir étudier à U of T?
Oui, c'est ça. OK. Et j'avais fait application pour l'architecture de paysage. Wow. Ah, toujours quand même une fibre artistique un petit peu. Oui, c'est ça. Et donc, comment est-ce que s'est passée la transition depuis Montréal? Tu disais que tu parlais peu ou mal anglais. J'imagine que te retrouver seul dans une ville anglophone, ça a dû être aussi, là aussi un choc? C'était un choc aussi, oui. Pour dire que j'étais pas seul ici, mon frère D'accord. vivait ici. OK, Déjà, pas tout à fait seul. OK. j'avais de la famille Ouais, ici. c'est plus facile, hein? C'est plus facile, mais il fallait que je reste, je demeure proche de l'université. Oui. Et il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet. Alors, quand j'étudiais, il fallait que je fasse mes devoirs en anglais. Je prenais le dictionnaire, le vieux dictionnaire, et ça me prenait toute la nuit pour traduire l'exercice de traduction. Et après 3 ans, c'était un programme de 5 ans. Le programme a changé de 3 ans à 5 ans. Pendant que tu le pendant que je suis arrivé. Et je n'en pouvais plus. Physiquement, c'est habiter seul à l'université. Il faut que tu cuisines, tu prépares ta nourriture. Et tu es tout seul, plus ou moins. Ouais. Alors, physiquement, j'étais épuisé. Et j'ai abandonné, après 3 ans, j'ai abandonné l'université. Mais tu as décidé malgré tout de rester à Toronto, tu n'es pas retourné à Montréal à ce moment-là? Oui, parce qu'à ce moment-là, mes parents avaient déménagé à Toronto. D'accord. Mais la ville t'a séduit, la ville, l'ambiance, la vie artistique, la vie tout court t'ont séduit à Toronto, venant de Montréal? Et il faut dire que Montréal, dans mon opinion, est beaucoup plus culturel que Toronto. Et peut-être plus à l'époque encore, qu'il y a une vingtaine d'années. Ouais. Même à l'époque, oui. Ouais. Montréal avait commencé à faire de très grandes... des expositions. Des expositions, ouais. C'est ça, des expositions de toutes sortes. Ils avaient commencé le feu d'artifice, c'est vrai, c'était le feu d'artifice, ça a pris 10 ans avant que Toronto commence à avoir ce type des activités comme ça artistiques, mais heureusement on les a depuis, si ce n'est rattrapé, le niveau à Toronto a bien monté et l'offre culturelle a bien augmenté. Absolument, oui. Oui. Ah oui, j'aime la ville. Maintenant, je suis ici depuis 84, je crois. Ah oui. Alors, ça fait combien? 84, ouais. 84, oui. Et mes enfants sont nés ici, mes racines sont ici maintenant. Alors, tes attaches sont ici. Oui, je suis vraiment attaché. Alors, si on avance dans le temps, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout George, artiste et artiste de l'époxy. L'époxy, en 2 mots, George, pour nos auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous expliquer le principe, le processus, parce que je pense que tout le monde voit ce qu'est un artiste peintre. Un sculpteur, en règle générale, on imagine qu'il travaille avec du bois, de la pierre, du marbre peut-être, ou d'autres choses, mais le travail de l'époxy, ça paraît peut-être un petit peu inconnu pour certains d'entre nous. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, la résine époxy est un produit composé de 2 ingrédients à mélanger pour obtenir une solution dure et solide. Ouais. L'un contient la résine et l'autre le durcisseur. Alors, c'est presque un travail de chimiste. Oh, oui, il faut le mélanger dans des quantités
plus ou moins précis. Ouais, précis. Précis. Il faut tenir compte de la température de l'ambiance, de l'air, quoi, de l'atelier. Ouais. Oui, alors c'est s'il fait très chaud dans l'atelier, dans la pièce. S'il fait très chaud dans l'atelier, l'époxy va durcir beaucoup plus rapidement. Ouais. Alors que si c'est pas chaud, assez chaud, ça va prendre du temps pour la résine pour durcir. Donc c'est une résine qui, on va le voir tout à l'heure, donne un rendu extrêmement brillant. C'est très beau, hein, c'est très profond de texture. On a l'impression d'avoir quelque chose de très verni, une œuvre très brillante. C'est toujours comme ça. Comment est-ce que tu fais pour que ce soit un rendu de miroir aussi parfait? C'est la résine qui a cette finition. Cette qualité. Ouais. Cette qualité, oui. Ouais. Et c'est ce qui attrait beaucoup les gens. C'est le shine, c'est la brillance. Alors pour en savoir plus sur cette pratique, comment est-ce que tu es arrivé à développer ton travail à partir de cette époxy, de cette matière si particulière? Est-ce que tu as eu une influence particulière? Tu as eu un coup de cœur pour cette matière? Comment est-ce que tu as décidé? Tu t'es dit, tiens, c'est ça que je vais travailler. C'est une matière qui me séduit. Oui, c'est drôle. J'avais une petite amie il y a environ 20 ans, ou quelque chose comme ça, qui m'a montré le médium, le matériel. Et on a commencé, tous les deux, on avait commencé à faire de la bijouterie. Parce que j'allais dire, ça s'y prête bien. On voit des choses, des petits objets, effectivement, en époxy de plus en plus. En revanche, sur des grands formats comme tu le fais, c'est quand même beaucoup plus rare. Et donc, tu as décidé de transposer cette pratique bijoutière à des grandes œuvres, des grands tableaux. Bon, ça a tout commencé vraiment, cette étape de ma carrière. C'est juste avant le COVID, j'ai été congédié à l'âge de 62 ans à ce moment-là. Et j'ai dit à ma femme, écoute, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'en ai assez. Et j'avais... Je peux te comprendre. Et je me suis dit, bon, parce que j'ai toujours travaillé très, très dur et je ne me sentais pas apprécié. Et alors, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu accepterais que je commence mon business? Et j'ai commencé à regarder des vidéos chez YouTube. Et j'avais décidé à ce moment-là de commencer à faire des comptoirs. Parce qu'il faut le dire, tu as toujours travaillé avec tes mains, tu aimes le travail manuel, tu es très artiste, très adroit là-dedans depuis très longtemps, je crois. Oui, mais la chose qui est drôle, c'est que depuis que j'ai quitté l'université, plus ou moins, à l'exception de à peu près 2 ans, j'ai travaillé avec des ordinateurs depuis ce temps-là. Alors, ça fait des années et des années que je travaille. Et tu avais complètement mis de côté cette activité artistique? Tu ne dessinais plus, tu ne faisais plus Non, très rarement. Parce que j'ai eu 2 enfants et ça change beaucoup.
le temps que tu as pour dédier. C'est certain. Oui, j'en sais quelque chose. Oui. Et de temps en temps, j'en faisais. J'en ai des projets que j'ai commencés, que je n'ai pas fini parce que j'avais vraiment pas le temps. Les enfants ont toujours été ma priorité. Alors ça, c'est une période finalement à cause du Covid peut-être, ou grâce au Covid, c'est une sorte de nouvelle liberté pour toi de pouvoir créer comme ça. Oui, vraiment. Ça m'a donné l'opportunité de m'exprimer en termes de l'art. Mais ce qui a vraiment changé ma carrière, c'est quand j'ai été congédié. Ma fille avait 6 mois quand j'ai été congédié. J'ai trouvé du travail dans un bureau d'architecture de paysage comme technicien. Et j'ai été congédié parce que ils avaient embauché une femme qui savait travailler avec les ordinateurs. Alors, je me suis rendu obsolète. Tu t'es dit, il faut que je me mette à la... Oui, c'est ça. Et ça m'a vraiment... C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne à travailler avec les ordinateurs. Je me suis acheté mon premier ordinateur et j'ai commencé à regarder dans l'ordinateur, vous savez comment ça marchait, et je me suis dit, bon, je ne veux pas être jamais congédié parce que je ne sais pas travailler avec les ordinateurs. Ça arrivera jamais. Et à tel point que tu as appris non seulement à t'en servir, mais à les décortiquer, ces ordinateurs, tout à fait. À savoir comment fonctionnent toutes les composantes. Et on va en parler parce que c'est un petit peu presque ironique, si tu veux, de voir qu'aujourd'hui, dans ton art, tu intègres des pièces d'ordinateur recyclées. On va regarder ça un petit peu plus près. Mais c'est plus tard. C'est un clin d'œil, peut-être inconscient à toi. Oui, c'est ça. J'ai commencé à regarder des motherboards et je me suis dit, bon, c'est très intéressant. Alors, tu as amené avec toi un certain nombre, effectivement, d'objets issus de l'informatique. Là, tu peux nous montrer ça, effectivement, à la caméra. Oui, ça commence comme ça. Et j'enlève toutes les pièces. Alors ça, c'est un petit peu la base de ta matière. On a parlé de l'époxy, mais tu utilises aussi tu intègres ce type de composantes électroniques. Alors là, on peut voir sur cette boîte, je vais essayer de faire un point sur la caméra pour le voir davantage. Mais c'est assez extraordinaire, toutes ces couleurs. Voilà, on va voir ça un petit peu plus près. Tu tries toutes les composantes de manière à les rassembler par couleur. On ne peut même pas imaginer qu'il y ait autant de couleurs dans un ordinateur finalement. Tout ça, c'est des pièces d'ordinateur? Oh oui, tout à fait. Incroyable. Ça, et incroyable. j'en ai un autre. Alors, beaucoup d'organisation. Et là, c'est des objets qui sont presque, effectivement, de loin, on a l'impression de regarder des petites fleurs, là. Je vais essayer de faire un petit zoom là-dessus. Oui, effectivement, c'est assez incroyable. Et donc ça, c'est des objets de métal, de plastique, de différentes composantes. Du cuivre. Du cuivre, du cuivre. Oui. Et alors, c'est ça qui m'a
intrigué et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai cherché sur Internet s'il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait avec des pièces comme je le fais. Et j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, mais jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Alors, je considère que c'est unique. Alors, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est cet aspect de recyclage, entre guillemets. Là, c'est un petit peu un art écologique, finalement. C'est conscient, c'est une volonté de ta part de réutiliser des objets de notre vie quotidienne? Oui, tout à fait. Je me souviens de regarder un documentaire sur des pays d'Afrique. Je ne me souviens plus quel était le pays, mais je crois qu'il y en a ou deux pays où toutes les pièces d'ordinateur, les vieux ordinateurs, sont envoyés là-bas et je voyais les petits-enfants en train essayer de trier ces choses-là. d'extraire les matières. Il y a de l'or. C'est ça, il y a des matériaux très rares finalement, très chers. Tu parlais du cuivre d'ailleurs, qui est un matériau quand même relativement précieux, mais il y a même de l'or, il y a des choses comme ça dans des ordinateurs, on ne le sait pas toujours. C'est ça, et il travaillait sans masque, il y avait des vapeurs, c'est très nocif. C'est vraiment pas... et alors je me suis dit, bon, pourquoi pas ajouter ça, pourquoi pas travailler avec cette pièce pour que... Alors, pendant que George nous parle, je vous incite à aller voir d'abord le site internet de George, canadaepoxyworks.com et l'Instagram là, que je suis en train d'avoir sous les yeux, où on voit une photo de George avec un énorme masque à gaz là, de protection. Donc toi, tu es bien protégé pour travailler l'époxy et pour travailler ces composantes-là. Et il faut dire qu'une fois que les composantes sont scellées dans l'époxy, il n'y a plus aucun danger. C'est ça, oui, tout à fait. Et la raison principale pourquoi j'utilise le masque, c'est parce que je travaille beaucoup avec une matière qui s'appelle le MDF. Oui, c'est une sorte de particule de bois ou de quelque chose comme ça. C'est une matière qui est créée, ça n'existe pas, il faut qu'on la fasse. Et quand on coupe, il faut avoir un masque parce que c'est très nocif. Ça fait beaucoup de encore particules. Une fois, ce matériel-là est utilisé un peu partout dans les maisons et tout ça. C'est ça. Et puis l'époxy, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il me semble qu'on l'utilisait à l'origine peut-être comme une colle en fait. Donc c'est un matériau qui permet de coller et donc lorsque l'on recouvre un objet quelconque avec de l'époxy, et ben après il est complètement protégé, quoi. C'est ça, oui. Complètement isolé. Isolé, oui. Et est-ce que dans les œuvres que l'on voit, et puis après on va regarder celles que tu as amenées, tu vas pouvoir m'en dire davantage, mais tu intègres donc des composantes électroniques de l'ordinateur, etc. Mais ça rayonne de couleurs, il y a beaucoup de matière. Déjà, ça doit demander une extraordinaire patience d'arriver à placer tout ça pour composer parce que donc on parle, c'est pas de l'art abstrait là, tu représentes des morceaux de nature, des fleurs, des champs, des paysages. C'est mon inspiration, oui. C'est ton inspiration? Oui. La pièce que j'ai ici, que j'appelle Train. Alors, on va essayer de la regarder de plus près. Voici un petit zoom dessus. Train. Donc ça, c'est un format encore relativement modeste par rapport à ce que j'ai pu voir. Tu as des très grands tableaux, entre guillemets. Oui, celui-ci est petit parce que
cette pièce a été... L'inspiration vient d'une photo que j'ai prise quand pendant un de mes voyages au Niagara Escarpment. Ah, d'accord, ok. Donc, dans la région de Niagara, autour des chutes. Oui, c'est ça. Il y a un train comme ça qui passe? Bon, il y a plusieurs trains qui passent par là et j'étais quand même très haut dans la montagne et je voyais le train qui s'approchait et j'ai pris une multitude de photos et c'est ça qui m'a inspiré. Et, donc là, on va regarder l'œuvre, effectivement, une vue en plongée, entre guillemets, avec le train. Et on voit nettement le relief. On imagine très bien les wagons de différentes couleurs, peut-être un train de marchandises. Et si j'essaie de zoomer très précisément pendant que je vous parle, chers auditeurs, sur les wagons, eh bien, on peut se rendre compte qu'il s'agit effectivement de détails de composantes électroniques. C'est assez fascinant, vous voyez. Et pour ce qui est de la réalisation de la couleur de la terre, là, de ces camailleux bruns, comment est-ce que tu t'y prends? C'est avec des couleurs d'artiste ou avec d'autres composantes? Comment est-ce que tu fais ces colorations? D'habitude, en grande partie, je travaille avec des pigments métalliques. Il y a plusieurs. On peut ajouter. La résine est un matériel qui est quand même assez, comment je dirais, pas flexible parce que il faut tenir, comme je l'ai dit auparavant, oui, ça n'a pas l'air si facile à travailler. C'est pas facile du tout. Et surtout, ce que j'ai compris, il y a un temps très important dans le processus de création, temps de séchage. Donc, tu n'as pas la possibilité facilement de revenir dessus une fois que l'œuvre est finie. Une fois que c'est fait, tu peux pas retravailler, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs compagnies qui fabriquent de la résine époxy et il y a plusieurs types de résine. La résine que j'ai utilisée dans cette pièce-ci, c'était une résine qui est faite pour les comptoirs ou des tables. OK. Et celle-ci, on a à peu près de 40 à 45. On a environ de 40 à 45 minutes pour travailler. Oh, oui, OK. Et des fois, c'est moins parce que si la température est très haute... Alors, en ce moment où il fait particulièrement froid, tu as un petit peu plus de temps, peut-être. C'est ça, oui. Donc, il ne faut pas travailler l'été. Oui. Et alors, c'est ça. Ça prend... Il faut quand même savoir... il faut avoir des fois des années d'expérience pour savoir... commencer à savoir combien de temps tu as, comment mélanger, pour combien de temps est-ce que tu dois mélanger les deux parties. Combien de temps ça t'a pris et tu estimes à combien de temps pour arriver à maîtriser l'art de l'époxy et puis combien de temps ça t'a pris plus généralement pour développer ton style à toi avec justement l'idée de réutiliser, de réemployer des matériaux comme ceux dont on a parlé? L'idée d'utiliser des parties d'ordinateur, ça a commencé parce que c'est dans ma tête depuis toujours? Depuis longtemps? Depuis toujours, depuis longtemps, oui. Ouais. Mais travailler avec l'époxy, c'était
comme j'ai dit, après le COVID, j'avais décidé de travailler pour moi-même. Ouais. Et alors j'ai acheté peut-être un peu trop d'époxy résine parce que j'avais commencé comme travail, j'avais commencé à transformer des vieux comptoirs de... Ah oui, oui, à les rénover peut-être. À rénover, Ouais. oui, c'est ça. Ouais. Alors j'ai- comptoir, j'avais- tu parles de comptoir comptoir de cuisine, De comptoir cuisine, ouais, surtout. des choses comme ça. Surtout Ok. de cuisine. Parce que j'ai vu, et on est aussi proche des arts décoratifs en quelque sorte, parce que sur ton site internet, tu parles de meubles également. C'est quelque chose que tu développes aussi avec l'époxy. Ça, c'est une autre facette peut-être de ton travail. Oui, ça c'est... j'ai commencé, j'en ai fait une pièce. J'ai transformé une machine à coudre, Ouais. Singer, je Oh crois ouais, que c'est très, très la ancienne. très Ouais. ancienne machine qui appartenait à ma mère. Alors, c'est une machine qui vient du Mozambique Vraiment. Wow. jusqu'à Toronto. Quelle histoire de qu'elle a traversé le Elle a traversé l'Atlantique. Atlantique. Alors, le comptoir était détruit plus ou moins. Alors, Ouais. j'ai fait un autre comptoir et je l'ai fini avec de l'époxy. Parce que l'époxy a aussi cette propriété d'être un matériau qui, une fois qu'il est sec, c'est très dur, c'est très résistant, C'est c'est très ça? résistant. C'est très solide. Ouais. C'est très solide, oui. Et donc, on peut imaginer utiliser tes œuvres, en tout cas, tu peux les exposer assez facilement dans des endroits qui ne craignent pas, comme des halls de condo ou des entreprises même, des choses comme ça. On peut oui. imaginer que Oui. c'est quelque chose qui est approprié à ce genre d'environnement Absolument. en particulier. Ouais. Oui, absolument. Et Quelle une est- chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir la lumière du soleil directement sur les pièces d'époxy. N'aime pas ça du tout. Ah oui, ça jaunit un petit peu. Mais l'époxy a été... la résine, bien sûr, quand ça a commencé, elle tournait jaune très facilement, mais au fil des années, les manufacturers, Oui, la technologie, les fabricants a évolué. Ouais. la technologie a évolué, alors aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps pour que on notice. Ouais, pour que ça se transforme, qu'on le remarque. Pour qu'on on le remarque, oui, c'est ça. George, il y a une autre question pratique, et puis après, je vais te demander d'où viennent tes influences artistiques davantage. J'ai envie qu'on reparle un petit peu peut-être de tes racines portugaises. Je crois que tu épuises une certaine partie de ton inspiration. Mais l'époxy, c'est lourd. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse beaucoup de poids? Parce qu'on voit un rendu qui est comme du verre presque, qui est très transparent. On imagine que c'est très lourd. Est-ce que c'est le cas? Ça dépend. Ça dépend de la quantité de résine que tu ajoutes. Comme par exemple la pièce que j'ai ici, le train, tu peux voir, il y a des couches d'environ un quart de pouce. Ouais. C'est quoi ça, 25 mm? Ouais. Non, un peu plus. Mais alors, ça devient plus lourd quand tu ajoutes une multitude de couches, oui, c'est ça. Ça peut devenir très... Pour faire, par exemple, si j'allais faire une table, par exemple, avec un comptoir qui serait, disons,
Ouais, de plusieurs mètres de plusieurs long. mètres, ça serait presque impossible. Et il faut que ce soit épais à ce moment-là. Il faut que ce soit au moins 1 pouce. On pourrait imaginer ça pour nos studios ici. On pourrait avoir des belles tables en époxy peut-être. Ce serait magnifique. Ah oui, oui, c'est faisable. C'est ça, l'installation peut être faite sur du plastique, sur du bois, sur de la céramique, un peu. Donc c'est un matériau très malléable. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, George, on va parler maintenant de tes influences, comme je disais tout à l'heure. Tu as évidemment beaucoup voyagé, on l'a vu, et tu puises aussi dans tes racines culturelles du Portugal pour t'inspirer, entre guillemets, de puiser. J'ai remarqué d'ailleurs, moi qui adore l'art, quelques clins d'œil. Quelles sont tes influences en 2 mots? Quels sont les artistes que tu vénères, que tu apprécies, que tu as en tête lorsque tu travailles? Vraiment, j'ai étudié de l'art parce que quand j'ai étudié l'architecture de paysage à l'Université de Toronto, on était ensemble avec les architectes, des étudiants d'architecture. Ouais. Et on a pris toutes sortes de cours qui avaient à voir avec de l'art. L'art, les beaux-arts, la peinture. La peinture, oui. Des noms comme Renoir, Van Gogh. Mais il y a un artiste, je crois que c'était Mondrian. Oh, Piet Mondrian, oui. D'accord, oui. Je vois très bien. C'était les jaunes, les bleus, les rouges, des couleurs très vives. Et tu travailles beaucoup avec ces couleurs, effectivement, couleurs primaires, des couleurs qui sont des couleurs très franches, très vives. Oui. On voit que la forme, évidemment, et le relief est important aussi pour toi. Et puis tu utilises donc ces objets, ces pièces électroniques qui créent aussi ces reliefs-là et qui sont accentués par la brillance de la matière, de l'époxy. Mais je comprends mieux maintenant tes influences de la couleur, effectivement. Oui, et le relief vraiment, quand je suis déménagé, quand j'ai pas immigré, mais quand j'ai vécu au Portugal, je m'excuse, ouais. L'architecture m'a vraiment ébloui. Au Mozambique, il fallait étudier l'histoire du Portugal, les rois et les reines et tout ça. Et c'est quand tu es rentré au Portugal que tu as découvert, redécouvert. Oui, c'est ça. Alors j'avais vu des photos des monastères, mais j'avais jamais vu un de près. Ouais. Et c'est quand j'ai vécu c'est quand j'ai vécu au Portugal que vraiment ça m'a le détail dans les édifices j'étais vraiment ébloui. Oui, il y a d'ailleurs des photos sur ton site web, je crois, quelques photos clin d'œil d'extraits architecturaux très, très, très beaux là, de 17e, 16e siècle peut-être même. Et puis, moi, quand je regarde ce que tu fais, je ne peux pas m'empêcher de penser aux azuleros, ces fameuses faïences portugaises là, qui ont cette brillance, qui ont cette couleur, qui rappelle peut-être un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête aussi? Ah oui, oui, c'est ça, les azulejos. Azulejos, oui. Yes. On en voit un peu partout au Portugal. Céramique blanc, bleu. C'est ça, oui. C'est très joli. Et c'est ça l'inspiration pour mon logo. Oui. Oui, très bien. C'est ça l'inspiration derrière
mon logo. Oui, c'est le logo, c'est ça. Donc, je redis le site internet pour retrouver les œuvres de George Nascimento. C'est canadaepoxyworks.com. Epoxy, c'est E-P-O-X-Y. Et donc, c'est l'époxy en français. Je crois qu'on traduit comme ça. Oui. George, on a déjà beaucoup parlé et on va bientôt arriver à la fin de notre émission de Francophonie du Talent. Et je voudrais juste savoir quels sont maintenant tes grands projets, quelles vont être les prochaines œuvres sur lesquelles tu planches, et est-ce que tu imagines peut-être être exposé quelque part ou participer à une foire prochainement ou à un endroit où on peut te retrouver physiquement? Oui, je crois qu'il y en a 2 ou 3 galeries d'art. À Toronto? À Toronto, je crois qu'il y en a une à Orangeville. OK. Mais on a juste commencé à faire des exhibits. Des expositions. Des expositions. Et bientôt, et je vais mettre ça dans mon website pour que les gens sachent où me trouver, ou voir de près mon art. Et sur quelle œuvre est-ce que tu travailles en ce moment? Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, nous mettre l'eau à la bouche? En ce moment-ci, je travaille parce que j'ai beaucoup de pièces avec des bleus, la couleur bleue. Oui. Et il faut que je commence à faire des pièces dans différentes couleurs. Alors maintenant, je travaille dans une pièce qui était quand même peut-être la plus grande pièce que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et c'est surtout des rouges avec des accents en or. Et qui représente quoi? C'est l'or. Ça donne de l'intérêt aux pièces parce que l'époxy, la résine était dépendamment des pigments qu'on ajoute à la résine qui est transparente. Ça dépend vraiment comment ça... Je refais un zoom sur l'œuvre Train que tu nous as amené pendant que tu nous en parles pour illustrer le propos sur notre page YouTube. On voit des couleurs, je ne sais pas s'il y a de l'or dedans, mais on voit des couleurs très profondes, effectivement, dans le détail. Oui, cette pièce-ci n'a pas de l'or, c'est du cuivre. Du cuivre, oui. Et la couleur la plus importante, la plus dense. Non, peut-être la couleur qu'on voit le plus, c'est le brun. Le brun, oui. C'est ce qui s'appelle du café, ou coffee. Coffee. Mais tous ces pigments ont moi je dirais ça, c'est shiny. Oui, ils ont une brillance. Ils ont une brillance particulière. C'est pas plat comme watercolor ou... Ah oui, comme l'aquarelle qui est l'aquarelle, mat. C'est mat. Oui, c'est ça. L'aquarelle est mat. Alors, les pigments qu'on ajoute, on peut ajouter de l'aquarelle si on veut. Ah oui? Comme pigment. Mais d'habitude, les pigments métalliques, c'est ça, c'est métallique. Alors, c'est comme une voiture avec une couleur métallique. C'est métallisée. En tout cas, chers auditeurs, je vous invite chaleureusement à aller voir le site canadaepoxyworks.com pour en savoir plus, pour voir d'autres œuvres et toute l'étendue du talent de George. Moi, j'ai eu la chance également de visiter l'atelier, un grand atelier où effectivement se préparent des pièces très impressionnantes avec beaucoup de relief et beaucoup
couleurs vives qui nous font du bien, surtout dans cette période froide. On a besoin d'un petit peu de couleur et de chaleur à l'intérieur. Merci George d'être prêté au jeu du portrait pour nos francophones ont du talent. Merci d'être mon invité aujourd'hui. Merci à moi, Guillaume. Tu as donc toutes les sites et les médias sociaux qu'on peut retrouver, Facebook, Instagram, qu'on remettra sur la page de Choc FM. Merci beaucoup. Merci.